Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans le numéro 00 de votre magazine Focus Echo qui reçoit pour vous Monsieur Godin Mpoyi, homme à plusieurs casquettes. Il est professeur des universités. Il est en même temps président de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa. Et il est en même temps pasteur, donc homme de Dieu. Merci pasteur de nous avoir accepté chez vous. Merci Oscar. Laquelle de ces casquettes vous convient le mieux? Homme de Dieu, pasteur, professeur des universités? Non, les statuts les plus élevés que je porte dans ma vie, c'est celui d'être enfant de Dieu. Donc, je suis plus à l'aise quand on m'appelle pasteur. Mais ici, comme j'interviens sur le plan scientifique, donc j'interviens comme professeur de l'économie. Professeur d'économie dans quelle université? Non, j'enseigne à l'université de Kinshasa et à l'Institut supérieur de la Gombe. Et je suis également collaborateur scientifique à l'université de Liège. Voilà, professeur Godin Mpoyi, moi je pense que nous allons vous appeler comme ça parce que vous intervenez dans ces cadres-là. Le Fonds monétaire international vient d'approuver un important financement pour la République démocratique du Congo, 1,5 milliard, n'est-ce pas, de dollars américains en faveur de la RDC. Et en même temps, le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de rentrer en programme avec le FMI 8 ans après. Quelle lecture faites-vous de cette actualité? Bon, nous sommes en train de revenir sur le podium des États normaux. Pour ceux qui ne connaissent pas peut-être l'histoire qui lie la RDC au Fonds monétaire international, je voudrais dire que nous sommes les premiers pays africains à entrer en programme avec le Fonds monétaire. Nous sommes en 1967. Et c'est le seul programme qui a été concluant de 1967 à 1970. Et depuis lors, tous les programmes que nous avons tentés avec le Fonds monétaire international n'ont pas marché. Et si le Fonds monétaire s'est retiré de la République démocratique du Congo, c'est parce que la gouvernance n'était pas bonne. Et les derniers programmes, c'était le PEGD, donc le programme économique du gouvernement 2002, qui a été brutalement interrompu en 2013 parce que on avait bradé les titres miniers de la GECAMIN, c'est-à-dire les titres, il n'y avait pas de transparence dans ces transactions. Les titres ont été vendus à vil prix et moins de 2 mois après, les mêmes titres ont été revendus sur le plan international à un montant très important. Et c'est cela qui avait énervé le Fonds monétaire international pour qu'il puisse rompre avec la RDC parce qu'on considérait que nous n'avons pas la culture développementaliste. Et aujourd'hui, quelles sont les garanties que le FMI a eues pour rentrer en programme justement avec la RDC? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? Voilà. Donc, avant de rentrer dans ce programme triennal, il y a eu toujours le pré-programme. C'est un peu comme on a eu le programme intérimaire en 2001-2002 qu'on sort. Alors, avant de rentrer en programme, le Fonds monétaire était en pré-programme avec la République démocratique du Congo et avait posé certaines conditionnalités quali-quantitatives et des conditionnalités liées à la gouvernance. Donc, si ce n'est pas un secret, justement, oui. Quelles sont ces conditions que le FMI a posées? Les grands problèmes, c'était au niveau de nos politiques budgétaires. Le Fonds monétaire voulait qu'on puisse mobiliser davantage de ressources, qu'on puisse rationaliser nos dépenses. Et il devait également y avoir de la transparence dans notre gouvernance. Et là, le Fonds monétaire avait insisté pour qu'on puisse publier tous les contrats miniers qui ont été signés bien avant. Parce que c'est cette signature, en fait, qui a constitué la raison de la rupture avec le Fonds monétaire. Moi, je suis surpris
lorsque je vois certaines personnes se présentant comme étant les champions de la bonne gouvernance, pendant que parmi eux, il y a des gens qui ont contribué à cette rupture. Donc, des gens qui ont contribué à cette rupture et aujourd'hui qui sont dans l'union sacrée pour la nation. Bon, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis en train de parler des choses scientifiques. Alors, parmi les conditionnalités qui étaient posées, c'est qu'il devait y avoir les transparences, notamment dans l'agencification minière. On devait publier un certain nombre de contrats et le Fonds monétaire avait insisté pour qu'à la limite, qu'on puisse publier, ne fût-ce que les contrats qui étaient signés sous le règne de l'actuel président de la République. Et c'était en l'occurrence les contrats signés avec l'Okimo et l'Amiba. Et le gouvernement, donc, avec le chef de l'État en tête, parce que c'est lui-même qui a piloté la diplomatie économico-politique de l'État. À un certain moment même, les gens se plaignaient de la foultitude de ces déplacements. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça commence à payer. Il s'est engagé. Et c'est après avoir rencontré ces conditionnalités posées par le Fonds monétaire international que finalement, nous sommes aujourd'hui en programme. Et ce programme, si les gens ne le savent pas, c'est qu'au-delà de cette enveloppe d'1,5 milliard de dollars étalée sur une période de 3 ans. Donc 1,5 milliard. Oui, c'est 1,5 milliard bien sûr. Tout à fait. 1,5 milliard. Donc 1,5 milliard. Tout à fait. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire l'avantage lorsque vous êtes en programme avec le Fonds monétaire international, on considère que vous devenez un État fréquentable économiquement. Et il y a plusieurs vannes qui vont s'ouvrir. Vous verrez que sur ces 1,5 milliard, se supposeront encore d'autres financements qui proviendront naturellement d'autres organisations engagées dans la coopération internationale. 1,5 milliard de dollars américains qui vont s'étaler sur 3 années comme appui budgétaire, appui à la gouvernance. Mais qu'est-ce que répondriez-vous à ceux-là qui pensent que jamais le FMI n'a développé l'économie d'un pays? Bon, moi je crois que si j'étais à ta place, j'allais leur demander dans combien de pays ils ont déjà été. Ils ont vu que le Fonds monétaire n'a pas réussi à développer les États. Là, je voulais apporter quelques précisions. La première précision, c'est que lorsque vous lisez les statuts du Fonds monétaire, il n'est pas dit que le Fonds monétaire a été créé pour développer la République démocratique du Congo. Ce sont des choses que les gens doivent comprendre. Et si nous recourons au Fonds monétaire, ce n'est pas une obole que nous sommes en train de chercher. Nous sommes membres du Fonds monétaire. Et le Fonds monétaire a l'obligation de venir au secours des économies en difficulté. Et à ceux qui disent que le Fonds monétaire n'a jamais fait développer un État, mais il y a des réponses à leur donner. Il y a des États qui se sont développés grâce au Fonds monétaire et à la Banque mondiale. En l'occurrence, la France, le Japon. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire économique du monde, juste après la création des institutions de Bretton Woods, c'est la France qui a bénéficié du concours de la Banque mondiale pour se développer. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la France a été le plus grand pays européen qui avait connu beaucoup de dégâts. Et le Japon, tu connais ce qui s'est passé avec les bombardements d'Hiroshima. Donc ça, ce sont des faits. Donc il y a des États, les fonds monétaires aident les États à se développer. Les fonds monétaires ne développent pas les États, mais ils aident les États à se développer. Mais les politiques publiques devraient être montées par la RDC, par le pays bénéficiaire. Voilà, c'est-à-dire que lorsque les fonds monétaires vous retournent sur les bons chemins, c'est à vous maintenant de rationaliser votre gestion publique. C'est ça le problème qu'ont les États africains. Regardez tous les États qui étaient en programme avec le Fonds monétaire au même moment que nous. Mais ces États sont en train d'avancer. Je peux parler de la Côte d'Ivoire, même si aujourd'hui les Ghana peut s'énerver un peu contre le Fonds monétaire, mais par le passé, ils ont été en programme. C'est pour dire que les fonds monétaires ne viennent pas développer les États,
Mais les fonds monétaires aident les États à se développer. Donc, j'ai été fait voir que la Banque mondiale a réussi à, à contribuer au développement de la France et du Japon. Et en Afrique, ici, il y a des pays qui sont respectueux des engagements pris. Les problèmes avec la République démocratique du Congo, j'étais en train de te le dire. Donc c'est un problème de gestion. Nous sommes indisciplinés managériellement. Voilà. En fait, s'il faut changer ce pays, il y a 3 choses qu'il faut faire. C'est la discipline des dirigeants, c'est le dur labeur de la population et la bonne intelligence avec la communauté internationale. Quand vous dites discipline, il faut sanctionner, il faut sanctionner. Mais positivement ou négativement. Mais le chef de l'État actuel n'a fait aucun miracle. Il n'a fait que restaurer la discipline. L'IGF existait dans ce pays, c'est depuis 1987 que l'IGF fonctionne dans ce pays. Est-ce que tu avais déjà vu un tel rendement? C'est ce qui nous manquait. Et regardez tous les programmes que nous avons commencé avec le Fonds monétaire. À part celui de 1967 à 1970 qui était concluant, les restes des programmes n'ont jamais été concluants. Pourquoi le PEG 1 a échoué? Donc en 2006, il y a eu l'indiscipline budgétaire qui a fait qu'il y avait plus de dépenses que celles qui étaient prévues. Et en 2003, ce sont des particuliers qui ont bradé les titres miniers de la GECAMIN. Et quelle est la responsabilité du Fonds monétaire en ce moment-là, lorsque vous-même en tant qu'État, vous ne savez pas prioriser, l'intérêt de la population. Et les gens qui ont bradé ces titres miniers sont en vie. Et vous, les médias, vous leur dessinez des prix de bonne gouvernance. Donc, c'est pour dire que lorsqu'il y a des gens qui disent que le Fonds monétaire international n'a jamais réussi à développer un État, qu'ils se renseignent, bien sûr, l'histoire. Même les États qui étaient les plus redoutables envers le Fonds monétaire, ils ont bénéficié de son assistance. Je voudrais te rappeler ici qu'en 1950, la Pologne, sous la pression de l'URSS, avait quitté le Fonds monétaire international. Alors dites-moi pourquoi certains pays aujourd'hui sont en train de se réchigner, ne veulent pas nouer un programme avec les FMI. Je crois que moi-même, j'ai écrit contre la Banque mondiale. Mais lorsque vous regardez les outils que nous présentent le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, lorsque vous mettez dans la balance les avantages et les désavantages, dans le contexte actuel, nous en avons encore besoin. En fait, la plupart des critiques qui frisent contre le Fonds monétaire international découlent de son assistance en Asie. Parce que à partir de 1997, nous avons eu la crise asiatique. Il y a eu des pays comme la Chine, le Japon, qui n'étaient pas d'accord avec les schémas proposés par le Fonds monétaire international. C'est ainsi que parmi les économistes les plus capés du monde, notamment Stiglitz et Friedman, ils avaient critiqué la façon dont le Fonds monétaire gérait la crise asiatique. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la Corée du Sud, qui avait accepté, quand même partiellement, de mettre en pratique ces exigences du Fonds monétaire international, se trouve aujourd'hui parmi les pays développés. Donc c'est pour dire, in globo, que les problèmes, ce n'est pas seulement les FMI, mais les problèmes, ce sont les États bénéficiaires de l'assistance du FMI. Et là, je voudrais insister que... Et pour les cas d'espèces, pour le cas de la RDC, pour qu'on ne puisse pas retomber dans les dérives du passé, justement, on conclut un programme aujourd'hui, avant que le programme n'arrive à son terme, en plein milieu, on arrête. Qu'est-ce qu'il faut faire, vous en tant qu'expert, en tant que spécialiste? Oui, quand on arrête, ce n'est pas du fait du Fonds monétaire international. Quand on arrête, c'est du fait de la gouvernementalité. Ce qu'on appelle en français simple la mauvaise gouvernance. C'est l'indiscipline. Je t'ai dit qu'ici, chez nous, nous avons eu le PEG 1, nous avons eu le PEG 2, mais les gens ne respectent pas les critères de gestion. Les lois économiques sont les lois les plus têtues du monde. Lorsque vous les violez, elles finissent par s'imposer. Et même lorsque nous sommes entrés maintenant en programme avec les fonds monétaires, j'ai dit que les fonds reviennent parce qu'on a trouvé une véritable fureur de combattre la corruption dans les chefs du chef de l'État. C'est ce qui les retourne ici. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci c'est le bon? Parce qu'on parle de dépassement budgétaire à la primature, de non, dépassement budgétaire à la on va en parler dans les propositions.
la rigueur affichée par les chefs de l'État va nous ouvrir les portes de tous les pays sérieux du monde. Et même quand il lit les programmes que nous venons de nouer avec le Fonds monétaire, on a posé 3 conditionnalités. La première conditionnalité, c'est qu'il faut qu'on puisse créer de l'espace budgétaire. La deuxième conditionnalité, c'est qu'il faudra renforcer notre politique monétaire et financière. Et la troisième conditionnalité, c'est qu'il faut lutter effectivement contre la fraude et la corruption. Ce sont ces 3 conditionnalités-là. Ce sont les mêmes conditionnalités qu'on a toujours posées, mais qu'on ne respectait pas. Et telles que les choses se présentent maintenant, parce que c'est la discipline instituée par les chefs de l'État qui est en train de nous remettre dans les standards des hommes normaux, des États normaux. Je crois que si on respecte ces 3 conditionnalités, les choses vont marcher. Parce que lorsqu'on vous dit, par exemple, qu'il faut créer de l'espace budgétaire, qu'est-ce que cela équivaudrait à dire? C'est-à-dire que vous devez avoir une mobilisation massifiée des ressources publiques. C'est ce qui s'est fait maintenant. Nous sommes en train de le vivre. Et je vais expliquer que personne ne te trompe que je l'avais dit, hein, bien avant l'actuel chef de l'État, j'avais eu le courage de dire que si nous avons vécu la croissance économique de 2001 à 2018, c'est parce que le président sortant, il avait bien commencé, il avait bien négocié sa partition, même si tout n'était pas parfait. Et aujourd'hui, j'ai encore l'autorité de le dire. La mobilisation massifiée des recettes à laquelle nous assistons maintenant, c'est l'œuvre du chef de l'État. Il a amené la discipline. Et ce qui est curieux, c'est en cette période où le monde est frappé de plein fouet par la Covid. Oui, c'est pendant que les effets économicides de la Covid se font ressentir que nous sommes en train d'augmenter nos recettes. En principe, on devait s'attendre à la baisse des recettes. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, non. Parce qu'ensuite, à la Covid-19... J'ai dit ceci. Tu sais, être président de la République, c'est comme être pasteur dans une église. Lorsque tu es pasteur et que tu courtises les filles, les diacres et les chantres vont vous imiter. Ils vont suivre les pas. Lorsque vous êtes chef de l'État, vous n'êtes pas dans les combines, tout le monde est sur ses gardes parce qu'on ne sait pas comment tu vas réagir par la suite. Et c'est ce qui se passe parce que je suis en train de le dire que nous avons toujours eu l'inspection générale des finances dans ce pays, mais il n'a jamais fonctionné comme ça. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même les inspecteurs des finances, ils ne sont pas à l'abri. Chacun a peur. Mais qui les contrôle? Parce que c'est eux qui contrôlent, mais en amont qui les contrôle. Non. Il semble être... N'oublie pas que dans ces pays, nous avons la Cour des comptes, nous avons l'agence au niveau de la présidence, il y a une agence de lutte contre la corruption. C'est-à-dire que personne n'est à l'abri. Et c'est cette peur-là du gendarme. C'est cette peur du gendarme. Parce que ce qui a bloqué le pays depuis son indépendance, c'est que l'exemple ne venait pas d'en haut. Or, lorsque vous êtes président de la République, vous ne devez pas être seulement un modèle, mais vous devez être un exemple. Et c'est cette discipline qui justifie l'augmentation actuelle des recettes. Donc, j'ai parlé de l'espace budgétaire. Donc, lorsqu'on vous demande de créer l'espace budgétaire, parce que je voulais que nous tous, nous puissions intérioriser cette notion, parce que ce que le chef de l'État est en train de faire, ce n'est pas pour sa famille seule, c'est pour nous tous. C'est que l'État congolais doit apprendre à produire davantage de recettes et rationaliser ses dépenses. Voilà. C'est ça la grande difficulté. On doit rationaliser les dépenses. Tu peux t'y rendre compte, Oscar, qu'à ce jour, les ressources internes financent à 70% les dépenses de rémunération. C'est extrêmement grave. Quand est-ce que nous allons investir? Ce qui n'est pas concevable sous d'autres cieux. Il faudra qu'on puisse descendre. Il faudra qu'on puisse descendre à 50%. C'est à ce moment-là qu'on crée de l'espace budgétaire. Donc, on doit mobiliser davantage. Mobiliser et moi, je ne et suis, en même temps créer des recettes, des sources de financement. Je l'ai dit avec beaucoup d'autorité, j'encourage les performances qui sont faites. Mais j'ai dit que nous n'avons pas encore vidé notre potentiel. On doit en faire davantage. Oui, professeur, je voudrais... en avoir le cœur net, les performances qui sont réalisées aujourd'hui en termes de mobilisation accrue des recettes, est-ce l'effet de l'IGF ou bien de la chaîne des recettes qui vient d'être créée? Non, il ne faut pas confondre les choses. Et ceux qui sont habitués à me suivre,
ils savent que j'ai toujours été clair et objectif. La mobilisation massifiée des recettes, ce n'est pas le fait de l'IGF, c'est le fait du chef de l'État. L'IGF existait toujours dans ces pays où on n'avait pas de telles performances. L'impulsion vient d'en haut. L'impulsion vient de là. Mais au moins, nous devons remercier l'IGF qui s'est approprié cette vision. Et les réformes qui ont été Et nous entreprises. devons également, non, au niveau de la chaîne des recettes, ce n'est pas encore ça. Parce que la chaîne des recettes a beaucoup de préalables, il faut qu'on puisse numériser, il faut. Ce qui est déjà fait, déjà mais 7 provinces ont été, voilà. ont été prises comme provinces expérimentales. Mais les performances que nous observons actuellement ont des causes fondamentales. C'est la discipline instituée par le chef de l'État. Bien sûr, donc il se sert de ce qu'il a comme instrument à sa portée. Il a l'IGF, il a les régies financières, mais en réalité, donc c'est comme si on était en musique, on allait dire l'auteur-compositeur. Donc l'auteur-compositeur, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Donc l'IGF, que je respecte et dont j'apprécie le travail, ainsi que les régies financières, ce sont des interprètes. Alors la deuxième raison qui justifie ces performances, c'est la reprise des activités économiques. Ce que les gens ont oublié, c'est que le budget 2021 a été élaboré dans un contexte difficile. Et il s'était cristallisé à 6 milliards 900 millions. C'est pourquoi moi-même je demande, il faut qu'il y ait un collectif budgétaire. Parce que les dangers, c'est lesquels? Si nous mettons tous nos têtes sur nos lauriers en disant que non, maintenant il y a la performance. Il y a la reprise économique. Non, il y a la performance, l'effort de service ne suivra plus. Et pourtant, le potentiel est là. En fait, si il y a cette mobilisation massifiée des ressources, il y a des raisons, j'étais en train de le dire, la rigueur apportée par les chefs de l'État et la relance des activités économiques. Maintenant, le potentiel est plus important qu'à l'époque où il y a eu l'élaboration de ces budgets. Donc, le conseil que je peux donner au gouvernement, c'est que il faut d'abord que les chefs de l'État continuent avec la même discipline, qu'ils puissent réveiller davantage son chien de chasse, ce n'est pas péjoratif. L'IGF, la justice, l'agence de lutte contre la corruption, et il faut qu'on puisse réhabiliter également la Cour des comptes. Parce qu'à un certain moment, vous allez vous rendre compte que l'IGF va travailler en sous-effectif. L'IGF ne saura pas être omniprésente. Donc il faudra que l'agence de lutte contre la fraude soit mise dans la danse. Il faut que la Cour des comptes soit réhabilitée. Et vous allez voir que nous allons atteindre effectivement ce budget de 12 milliards de dollars. Je l'avais déjà dit en 2019. Et c'est possible. C'est possible. Pourquoi j'ai dit que c'est possible? L'évaluation des recettes publiques peut se faire par les outils de l'économétrie. Mais cette évaluation peut se faire également de manière empirique. Et là, l'OCDE nous a facilité la tâche. Lorsque vous êtes en Afrique, la moyenne du ratio recettes publiques PIB est autour de 20%. Mais il y a des États comme le Sénégal qui vont jusqu'à 25%. Ils vont au-delà. Pour un État qui a un PIB de 50 milliards de dollars, les 20%, c'est 10 milliards de dollars. Pourquoi les gens ne voulaient pas nous croire? Parce que lorsque j'expliquais... Pour les cas d'espèce, la RDC, oui. Lorsque j'expliquais ces choses, en 2019, les gens pensaient que j'étais dans les nuages. Mais les faits sont en train de nous donner raison. Et avec les instruments dont ils se servent, notamment les... Voilà, parce qu'il faudra qu'au niveau des dépenses, que la rémunération ne puisse plus dépasser 50%, parce que nous devons avoir des investissements. Et parmi les conditionnalités posées par le Fonds monétaire international, il y a notamment le renforcement de la politique monétaire et financière de notre pays. C'est pourquoi tu auras remarqué, Oscar, que depuis le 12 mars de cette année, le taux directeur qui était à 18,5% est descendu et aujourd'hui, nous sommes à 8,5%. Qu'est-ce que cela veut dire en économie? Nous sommes dans une logique expansionniste. Voilà. C'est-à-dire, lorsque nous réduisons les taux directeurs, lorsque nous réduisons les taux directeurs, donc voilà, de 18,5 mois de mars à 8,5, c'est-à-dire que maintenant, le crédit est
accessible aux investisseurs. Donc, les taux d'intérêt va baisser même au niveau des banques commerciales. Espérons que le taux d'intérêt va baisser parce que souvent ça ne suit pas. Ça sera automatique. Ça va suivre. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que les chefs maintiennent la discipline actuelle. Voilà. C'est ce qui nous manquait dans ce pays. C'est ce qui nous manquait. Et lorsqu'on fait cela, et que les banques commerciales sont capables de donner du crédit aux investisseurs, aux opérateurs économiques, c'est le départ, pour ne pas dire le nouveau départ pour l'économie. Mais là où on nous attend, là où le Fonds monétaire nous attend, c'est dans la lutte contre la corruption. Et le chef de l'État doit continuer. Mais oui. On ne doit pas s'arrêter là. Il ne doit pas. Aujourd'hui, il ne doit pas dormir sur le laurier en disant que il est le dernier rempart. Voilà. Il est le dernier rempart. C'est-à-dire, s'il maintient ce rythme, vous allez voir là où nous serons en 2023. Professeur, ce que la population attend, c'est que tous ces financements du FMI, du Fonds monétaire international, puissent avoir de l'incidence sur les paniers de la ménagère. Les Congolais voudraient voir les prix d'impiodi. Pas beaucoup de théories, mais ils voudraient voir les prix d'impiodi baisser. Un carton de cuisse, quand il va dans un magasin, que ce soit à la portée de toutes les bourses. Est-ce que vous pensez, parce qu'on a développé beaucoup de théories dans ce pays, non, les taux du dollar, il y aura la stabilité maintenant du cadre macroéconomique, les réserves d'échange avec les financements du FMI seront stables, les dollars ne vont plus monter. Les gens attendent que les prix du billet d'avion, par exemple, puissent baisser sensiblement, qui était de 340, par exemple la ligne Lubumbashi-Kinshasa qui était à 340, les prix reviennent par exemple à 150 $ ou 100 $, comme ça s'est fait sous d'autres cieux. Sur la même distance, les prix du poisson chincha, qu'on appelle mpiodi ici, qui était par exemple de 10 $ les cartons, par exemple à 4 $. C'est un exemple que je donne. Est-ce que vous pensez que ça aurait une incidence sur les prix des biens de consommation? Merci beaucoup. Je crois que là, tu poses vraiment la question fondamentale de la population. Mais demandez à tous ceux qui ont appris l'économie de développement, ils ont dans leur cursus un cours qu'on appelle la fonction de communication. C'est pourquoi les développeurs doivent communiquer. Et je crois que la RTNC a ces devoirs-là. Dans tous les pays du monde, le développement d'un État est chronophage. Ça veut dire? Il s'inscrit dans le temps. Voilà. Vous voulez que je puisse changer le pays, donnez-moi du temps. Même le Dieu tout-puissant et totipotent. La création du monde lui a pris 6 jours. Et là, je précise en tant que aussi théologien, c'est que quand on comptait les 6 jours-là, les liminaires ont été créés au 4e jour. C'est pour dire qu'on ne comptait pas, ce n'est pas de la même manière qu'on comptait les jours lorsque le Seigneur a commencé la création. Donner du temps, ça veut dire quoi? Donc, c'est-à-dire que le développement d'un État est chronophage, ça s'inscrit dans la durée, dans le temps. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis élu président de la République que demain, chacun aura dans son assiette les chinchards tout cuits. Non, non. Même au ciel, cela n'est pas arrivé. Mais là où je dois rassurer la population, c'est qu'il y a des signaux prometteurs. Il y a des signaux qui indiquent que nous sommes sur la bonne voie et qu'au fur et à mesure, de manière progressive, de fil en aiguille, notre situation va s'améliorer. Ce n'est pas un problème de volonté politique, non, parce que vous parlez du temps, les gens peuvent croire que ça prendra encore du temps, ça prendra pour que les prix lorsque je dis qu'il faut du temps, ce n'est pas un temps prophétique, c'est-à-dire que les choses se font de manière progressive. Si tu suis les documentaires des États-Unis, en 1913, tu verras que les États comme Texas avaient des routes non asphaltées. Donc, les mal était tellement profond qu'on doit s'armer de beaucoup de patience. Ça va s'améliorer au jour le jour, mais ça ne se fait pas brutalement comme ça. C'est de la science. Et je vous dis pourquoi moi j'y crois. Tous les indicateurs macroéconomiques attestent que nous sommes sur la bonne voie. Et je ne suis pas d'accord lorsque je vois les gens qui comparent l'actuel président au président sortant, ceux qui comparent le président sortant au maréchal Mobutu. Ça ne se fait pas comme ça en management.
Qu'est-ce qui devait être fait alors à la place? Les gens sont libres de penser comme ça. En sociologie, pour comparer des situations, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie peut être soit des contextes, soit des structures. On ne peut pas comparer un président qui a fait 32 ans à celui qui n'a fait que 18 ans. On ne peut pas comparer un président qui a fait 18 ans à celui qui n'a que 2 ans. Et s'il faut comparer ces gens-là, il faut les aligner sur la même période. Et pourquoi j'ai dit que aujourd'hui le chef de l'État est sur la bonne voie, sans négliger ce qui a été fait par son prédécesseur, j'ai dit que si vous voulez comparer, c'est comme ça que ça se fait sur le plan scientifique. Si vous voulez comparer la gestion de l'actuel président au président sortant, il faut les aligner sur la même période. Il a fait 2 ans, c'est-à-dire 2019-2020. Nous pouvons le comparer par rapport à la gestion de 2018-2017. Et là, je prends 3 indicateurs. Le premier indicateur, c'est le PIB. En 2017, le PIB de la République démocratique du Congo était de 38 milliards de dollars. En 2018, il était de 46 milliards de dollars. En 2019, il était de plus de 50 milliards de dollars. Malgré le Covid. Et en 2020, il est à 49 milliards 860 millions, pratiquement 50 milliards de dollars. Ça s'est stabilisé malgré les effets économicides du Covid. Donc vous regardez qu'en 2017, nous étions à 38 milliards et aujourd'hui nous sommes pratiquement à 50 milliards. Cela veut dire que nous avançons très bien. Et ça doit susciter de l'espoir. Je vais en arriver... Ça va susciter de l'espoir. Ça va susciter de l'espoir. Et je vais parler du panier. Et nous devons rester le principe de la continuité des affaires de l'État. Voilà. Déjà, c'est le premier indicateur qui atteste que nous sommes dans les bons. Je prends le deuxième indicateur, c'est le taux de croissance. Le taux de croissance de la RDC, en 2017, il était de 3,7%. En 2018, il était de 5,8%. En 2019, malgré les effets économiques du Covid, il s'est cristallisé à 4,4%. Et en 2020, nous sommes à 0,8%. À 0,8%. Mais il faudra maintenant quelque chose qu'il faut expliquer par là. Donc, lorsque vous êtes en train de comparer des situations, il faut travailler sous l'approche SWOT. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il faut voir quelles ont été les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. En 2020, la République démocratique du Congo est parmi les rares pays du monde qui ont gardé un taux de croissance positif. La Belgique, notre colonisateur, a eu des problèmes très sérieux. A eu un taux de croissance négatif. Le Congo-Brazza, notre voisin, taux de croissance négatif. L'Angola, la 6e puissance économique en Afrique, taux de croissance en Afrique, il n'y a que la RDC. Mais des chiffres parfois qui ne riment pas avec les réalités sociales. On peut avoir un bon taux de croissance, mais sur le plan social, c'est la misère. Je vais chuter par là, je vais établir une corrélation entre les taux de croissance et le progrès social. Donc je vais le faire. C'est mon travail, je suis habitué à faire. Allez-y, professeur. Donc, c'est pour vous faire voir que le pays est mieux géré. Ça, ce sont des faits. Je n'ai pas travaillé qu'avec les données de la Banque centrale. Je travaille avec les données de la Banque mondiale. Lorsque vous entrez sur ce site-là, le taux de croissance est quasi négatif partout pour l'année 2020. La RDC est parmi les rares pays qui s'en sortent avec un taux de croissance de 0,8%. Mais les progrès sociaux... J'en arrive. Ne suis pas. Je quitte le taux de croissance, je prends un autre indicateur, c'est le taux de l'inflation. Il était à 54% en 2017. Si la Banque centrale dit qu'il était à 7% en 2018, mais la Banque mondiale dit qu'il était à 28% en 2018. Mais ce taux de croissance, ce taux d'inflation, pardon, s'est retrouvé à 4,4% en 2019. Avant de se clôturer à 10% en 2020. Donc, c'est-à-dire que rien que ces indicateurs attestent que le pays est bien géré économiquement. Ça, nous devons avoir le courage de le dire. De la même manière que j'avais eu à son temps le courage de dire que c'est le président sortant qui était à la base de la croissance économique et non certains acteurs politiques comme on voulait le dire avant. J'ai beaucoup d'autorité à le dire également aujourd'hui. C'est le chef de l'État qui est l'auteur de cette performance. On doit se le dire. Parce qu'il ne faut pas que les gens
puissent tirer la couverture de leur côté. Puissent verser dans des analyses mandarinaires. Ça, ce sont des faits. Maintenant, parlons du progrès social. L'économie, vous avez parlé des chiffres, taux de croissance, taux d'inflation. L'économie est par essence chiffriste. J'entre maintenant au niveau du progrès social. Voilà. Lorsque ces indicateurs évoluent positivement, cela équivaut à dire que les richesses sont en train de se créer. Mais au regard de la souffrance que nous avons, au regard du nombre de la population, pour que chacun puisse en ressentir les effets, il faut un temps. C'est ainsi que dans ces pays, pour ceux qui ne le savent pas, il y a ce qu'on appelle le plan national stratégique de développement. Et ce plan décline comment nous serons un État développé. Nous ne serons pas un État développé en 2023, qu'on ne vous trompe pas. Ce plan est clair, il dit que nous serons un État développé en 2050. Mais au moins, il nous indique comment... Il y a des préalables, il y a des conditions. Il nous indique comment nous allons... Il nous rassure que, mais avant 2050, nous n'allons plus vivre dans la dèche comme on l'a été avant. C'est ainsi que dans ce plan, il est dit que de 2019 à 2023, nous serons un État revenu intermédiaire, c'est-à-dire les revenus par habitant sera autour de 1050, au moins $1050 par habitant. Non, ça va augmenter. Et pourtant, aujourd'hui, on est à 400. C'est pour vous dire que les choses vont s'améliorer progressivement. Donc, vous avez parlé dans la durée. Oui. Et maintenant, de 2023 à 2030, nous serons un État émergent, c'est-à-dire avec un revenu par habitant océan aujourd'hui, nous sommes, s'il faut nous situer, nous sommes parmi les pays fragiles. Les plus pauvres. Les plus pauvres. Parce que nous sommes autour de 400. Donc, même les États que vous voyez, comme les États-Unis, l'Europe, leur développement s'est inscrit dans la durée. La seule chose que j'apprécie de l'actuel chef de l'État, c'est qu'il est en train de remettre le pays sur les rails. Et aucun Congolais n'acceptera encore qu'on puisse détourner de manière impunie ses biens. Et ça, c'est déjà... Ça, c'est vraiment un acquis. Ça, c'est déjà un acquis. Voilà. Et je lui demande de continuer et d'en faire davantage. Professeur. Et à ce rythme, vous verrez que nos conditions de vie vont s'améliorer au jour le jour, parce que pour que nous puissions vivre, nous devons produire davantage. Donc les Congolais devraient avoir le mal en patience, c'est ça? Oui, mais entre-temps, je crois que tout le monde constate que l'amélioration est en train de revenir. On est en train de chuter. Oui, oui. S'il faut évaluer à mi-parcours les mandats du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le plan économique, comment allez-vous vous comporter, vous, en tant que professeur? Objectivement, vous demandez à tout scientifique sérieux. Je ne vais pas entrer, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais il ne faut pas amener dans ces débats les gens qui ont fait leur thèse parce qu'ils ont occupé des fonctions politiques. Si vous cherchez n'importe quel chercheur sérieux en économie, il vous dira que sur le plan économique... On peut dire que le bilan est positif. Le bilan est positif. Et je vous donne des indicateurs. Le taux de croissance qui était en 2000... Pardon, le PIB qui était de 38 milliards de dollars en 2017, aujourd'hui, il est pratiquement 50 milliards de dollars. Les taux de croissance qui étaient de 3,7% en 2017, en 2020, il était à 0,8%, malgré les Covid. Ça, vous l'avez dit, mais si alors il faut que la population sente les effets, oui. Qu'est-ce que le chef de l'État devrait faire en termes de propositions? Mais maintenant, ce que le chef de l'État doit faire, c'est de renforcer cette discipline en matière de mobilisation des recettes. Il faut également qu'il puisse rationaliser les dépenses publiques. Parce que on ne doit plus continuer à avoir une masse salariale qui engloutit 10% des recettes courantes. Mais les chefs doivent maintenant s'inscrire dans la logique de la production domestique. Nous avons le fleuve Congo ici, Oscar, oui. Long de 4700 km. Rien qu'en partant du pôle Malébo, voilà, jusqu'à Kisangani, le potentiel poissonné, il est de 120 tonnes. Mais qui n'est pas exploité. Les jours. Un chalutier, le chalutier le plus cher, coûte 500 000 $, mais on peut en trouver à 300 000 $. Vous en avez 10 sur le fleuve, vous oubliez cette histoire d'importer les chéchards. N'oubliez pas que sur nos 80 de lacs, nous avons les lacs les plus poissonnés du monde.
descend dans les massifs là-bas, vous allez trouver la qualité. Nous avons des terres arables partout. Non seulement c'est là la qualité de ce qu'on a produit de l'élevage. Voilà. Mais ces animaux ne peuvent pas atteindre Kinshasa parce que les routes, pas de routes. Et ces routes ont été détruites bien avant 2019. Et je voulais ouvrir une parenthèse parce qu'on parle de la baisse des prix des chinchards et les billets d'avion. Oui. Là, c'est un conseil que je prodigue au gouvernement. Les prix des biens sont déterminés sur base de la loi de l'offre et de la demande. Donc, tant qu'on n'aura pas encore réglé le problème de la production, on aura toujours des soucis à ce qui concerne les prix. Ce que moi je conseille au gouvernement, ce n'est pas de fixer d'autorité les prix. Il faut négocier avec... C'est de renforcer les contrôles. Renforcer les contrôles et négocier aussi avec la FEC. Oui, on négocie mais on renforce les contrôles. Parce que j'apprends, on dit non, ils minorent la valeur de leurs biens à la douane et dans la structure de prix, ils en augmentent les prix. Mais c'est rien. Ce qu'il faut faire, ce que le chef de l'État doit faire, c'est de demander au ministère de l'économie de prendre toutes les structures de prix de ces opérateurs économiques, de retourner ça à la douane. On fait des contentieux. Ça va encore augmenter les recettes de l'État. Donc, au lieu de se perdre dans ces débats, de savoir à quel prix fixer, que les gouvernements qui fait déjà bien son travail appuient les toxins sur le contrôle a posteriori, avec des sanctions drastiques. Lorsque vous tombez sur un opérateur économique qui avait minoré la valeur de ses marchandises à l'importation, prenez tous ces prix, retournez ça à la douane. On fait des contentieux, ça va encore augmenter nos ressources. Mais s'agissant des billets d'avion, là je préfère être direct. Parce que tu m'as dit qu'ailleurs ça coûte 100 €. Oui. Mais ailleurs on a des multitudes de compagnies d'aviation. Pour un État qui n'a que des compagnies d'aviation, c'est difficile de fixer les prix d'autorité. C'est pourquoi moi, à l'époque, on a créé Congo Airways. J'avais conseillé au gouvernement de l'époque. Aucun État n'achète de nos jours des avions en cash. Aucun. C'est toujours à crédit. C'est en leasing qu'on achète des avions. Voilà. Mais ici, j'ai vu les gens sortir environ 100 millions de dollars pour acheter des avions. C'est de la folie managériale. À son temps, j'avais demandé qu'avec ces montants-là, vous prenez 100 millions de dollars, vous entrez en joint venture avec Ethiopian Airlines. Avec notre position géographique, parce qu'en partant de Kinshasa jusqu'à Gaza, nous sommes au Maroc, c'est 6h30. Kinshasa, Johannesburg, 3h30. Kinshasa, Addis Abeba, 3h30. Kinshasa, Entebbe, 3h30. Nous sommes au centre d'Afrique. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Donc, c'est-à-dire que si, avec ces 100 millions de dollars, on avait fait une joint venture avec Ethiopian Airlines, ils nous allaient nous donner une quinzaine d'avions. C'est-à-dire que les 5 pouvaient assurer la couverture domestique et les 10 allaient arroser toute l'Afrique. Et cela allait avoir des effets propagateurs. Au lieu que les gens continuent à aller à 10, tout le monde allait venir ici au centre. Tu sais, Oscar, que pour partir à Yaoundé, c'est juste 1h20. Oui. Mais il y a des gens qui se retrouvent à Nairobi avant d'arriver à Yaoundé. Et ça fait 10 heures de vol. Si vous voyez les fonds monétaires retournés, c'est le sacre. Vous savez, c'est que quand les fonds monétaires rentrent chez vous, sur le plan managérial, c'est-à-dire que vous avez remporté la coupe de la bonne gouvernance. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Alors maintenant, on doit continuer. Je demande à la population d'être très sereine. Les conditions de vie sont en train de s'améliorer progressivement. Vous ne voyez plus des montagnes de déchets sur cette ville comme par le passé. Et les mieux éclairés aujourd'hui comme à l'époque de Mobutu. Il faut que la population sache que le développement d'un État est chronophage, il s'inscrit dans le temps. Tous les pays que nous envions aujourd'hui se sont développés parce qu'à un certain moment, certains de leurs enfants se sont réveillés, ont imposé la discipline. Donc vous estimez qu'il faut encore donner beaucoup de temps à Fachi, au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les développements dans la durée. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais ce que je voulais que les gens sachent, c'est que sur le plan économique, les budgets est positif. Et ça donne de l'espoir. Ce que les gens ne comprennent pas, parce que tu as dit que les indicateurs macroéconomiques sont bons, mais le progrès social, c'est pratiquement l'histoire entre les laborantins et les médecins. Donc les laborantins et les patients, pardon. Les laborantins, tu souffrais de la malaria, on te soigne. Tu rentres au labo, on dit que tu n'as plus de malaria, mais entre-temps, tu n'as toujours pas d'appétit. Et je crois que bientôt les Congolais aura notre avenir sera très radieux. Voilà. Et je conseille au gouvernement, au lieu de gaspiller l'argent dans l'achat des avions neufs, qu'on voie comment faire des joint ventures, avec notamment
notamment Ethiopian Airlines, qui a une flotte importante, il y a Turkish Airlines qui a une flotte importante. Au regard de notre position géographique, je crois que notre compagnie aérienne sera le succédané de la GECAMIN. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous recevions pour vous le professeur Godin Mpoy. Il est donc professeur des universités. Il est président de l'Assemblée provinciale, ville de Kinshasa. Il est en même temps pasteur, homme de Dieu. Mais ici, nous l'avons reçu en qualité de professeur d'université. Il a fait son analyse par rapport à la situation économique actuelle en République démocratique du Congo et les bilans à mi-parcours sur le plan économique du mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bilan qu'il qualifie de largement positif. Et au regard des données. Hein, au regard des données macroéconomiques. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, professeur. Voilà. Je pense que nous vous aurons prochainement sur un autre plateau, peut-être ce même plateau, pour parler cette fois-ci impôt déclaratif. Non, je suis au service de la nation. Ceux qui nous suivent, ils savent que je n'ai fait que ça pendant tous les règnes de JKK. J'alertais. Quand c'était bien fait, j'appuyais. Quand c'était mal fait, comme ça a été le cas avec la TVA Bokangalonzo, j'avais dénoncé et aujourd'hui les faits me donnent raison. Mais cela ne fait nullement de moi le Congolais le plus intelligent. Non, non. Je sais que c'est l'humilité, voilà. Vous êtes homme de Dieu. Voilà. Merci donc de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.